Bonjour tout le monde, ça faisait bien longtemps que je vous avais pas embarqué pour un petit périple vers de nouvelles aventures automobiles. Celle-ci débute comme bien d'autres à bord du fidèle ML320 qui reprend du service pour peut-être sauver une nouvelle carriole en mal de soins. Une fois n'est pas coutume, on se dirige vers le sud, non sans profiter de températures plus clémentes qu'à domicile. Un petit trajet qui est l'occasion de découvrir la plus belle aire d'autoroute de France, construite à base de préfab, mais aussi s'enivrer de l'ambiance pagnolesque de la garrigue locale. Bon, j'ai limité les risques d'un déplacement inutile en bénéficiant d'un coup de main de l'ami Yann qui encore une fois est parti en reconnaissance pour vérifier que le véhicule existe et qu'il est dans un état proche de celui annoncé. Vous ne savez pas qui est Yann? Vous devriez. C'est cet homme qui a fait don à la chaîne d'une XJ40 ayant eu droit à 3 épisodes. Donc merci. Puisqu'on arrive à destination, trêve de suspense foireux. Voici déjà l'annonce. Elle concerne une Mercedes CLK W209 dans cette déclinaison 500. Vendu avec une BVA incontinente au point qu'il est inenvisageable de rouler avec. Le vendeur indique bien les défauts de carrosserie mineure et précise en fin d'annonce que le prix est à débattre. En vérité, je suis l'annonce depuis un moment, proposé au départ à 5000 € si mes souvenirs sont bons. Certaines personnes de mon entourage, probablement par pur sadisme, me poussent au crime quand le prix devient réellement trop alléchant. Un coup de fil au vendeur me permet de faire connaissance avec un certain Bastien qui heureusement m'apparaît comme très sympa, mais qui hélas fait les frais de négociateur de tapis aux dents en raclant le parquet. Il reçoit donc des offres ridicules et me propose qu'on se fixe à 2600 €, ce qui me convient tout à fait. Bref, tout ça pour dire qu'à un moment, négocier c'est beau, mais quand le prix est déjà très bon, n'abusez pas. Question de respect. Grand bien m'en a pris puisqu'en effet sur place je n'ai pour ainsi dire aucune mauvaise surprise à déplorer. C'est une très bonne base de travail qui a du potentiel à revendre. Ouais. Mais les intérieurs beige ça pardonne pas. Hein. Ouais. Elle serait noire, elle paraîtrait impeccable. Surtout que en fait, là j'ai fait au mieux, mais quand je l'ai sorti du garage, il m'avait dégueulassé l'intérieur. Ah ouais. Bah ils ont marché chaussures par terre pleines de cambouis et C'est puis ouais. J'ai fait au mieux, j'ai essayé de frotter et tout, mais Ouais, non, mais c'est pas un souci. Hein. Voyons tout de même ce qui se cache sous le capot. En théorie, on devrait y trouver un V8 5 litres dont le nom de code est M113, soit une motorisation très proche de celle qui équipait le ML430, ayant eu droit à plusieurs épisodes sur la chaîne, mais également similaire au V8 de la CLK55 présenté il y a plusieurs années. Même le V6 du ML320 est un cousin proche. La boîte présente dans le coffre diffère légèrement de celle montée sur la voiture, mais dans quasiment toutes les Mercedes de ces années-là, on retrouve une transmission 722 à 5 rapports connue également sous l'appellation commerciale 5G-Tronic. La voiture se retrouve dans cette triste situation après plusieurs passages coûteux dans divers garages. Diagnostic de la boîte d'origine qui donnait des à-coups, remplacement du convertisseur de couple par un neuf, puis remplacement intégral de la boîte par une autre qui, par ailleurs, ne porte pas la bonne référence. Ceci n'explique cependant pas l'énorme fuite décrite par Bastien, ce sera donc notre mission de le découvrir. Il m'a par ailleurs prévenu que la ligne d'échappement n'était pas dans sa configuration d'origine, alors on va vérifier ça ensemble. Elle est encore plus bruyante que la CLK. Ouais. Non, non, elle est un peu plus bruyante. Un peu plus, ouais. On reconnaît tout de suite. Je sais pas, ça va peut-être être un peu trop là. Mais souvent à froid c'est encore plus bruyant qu'à chaud donc faut voir. Ouais. Bon, il y a un peu de travail sur le moteur mais là, les joints de couvre-culasse qui suivent bien. Là c'est l'échangeur eau-huile, pareil lui il a une petite fuite là. Une fois le moteur suffisamment chaud, on peut aller jusqu'au limiteur, qui est fixé à 4000 tours minute au point mort sur toutes les Mercedes de cette époque. Je vais maintenant remettre un peu d'huile dans cette boîte afin que le transporteur puisse monter la CLK sur sa remorque sans treuil.
Et oui, c'est extrêmement rare pour moi, mais nous allons rentrer bredouille de cette petite escapade. Bon point pour cette génération de 722. Il y a un puits de jauge et on peut s'en servir pour le remplissage. Si seulement on avait continué à concevoir les voitures de cette manière... Le chat, lui, s'en balance pas mal du puits de jauge. Il ne semble juste pas avoir très envie qu'on embarque la voiture. Muy bien. Elle explore. Muy bien. Elle- J'ai envie de partir avec la main. Alors Non, reste là. il y aurait pas le putain de couvre-feu. Il ne me reste plus qu'à remonter le système de filtration avant de vérifier que la voiture est bien capable de se mouvoir par elle-même. Elle est marrante la minette. Bah. Tiens Eddy. Merci. Et voilà, après avoir réalisé les démarches pour la session, on peut retourner au bercail et se mettre en quête d'un transporteur. Bon, certains d'entre vous ont pu voir ma demande sur le groupe Facebook à ce sujet, et laissez-moi vous dire que j'ai pas regretté de l'avoir posté. Non seulement la voiture a été transportée en un temps record, mais en plus pour un prix déconcertant par un mec qui sait ce qu'il fait, et qui le fait bien. Denis tient un garage spécialisé dans les anciennes, Provence Vintage Motors. Malheureusement, ces derniers mois, un certain nombre de ses clients a rencontré des difficultés liées au contexte. Et là, avec cette affaire de Covid, je me suis retrouvé l'année dernière là, avec 4 véhicules sur le pont, 3 qui appartenaient à des restaurateurs, un gérant de boîte de nuit. Ouais. Qui m'ont tous passé un petit coup de fil me disant écoute, fais ce qui est fini, après on verra. Ouais. Du coup, Fais ce qui est donc, payé et puis après on voit quoi. il a fallu diversifier un peu les activités, Exactement, quoi. et ça a pas mal pris, et là je suis en train de développer ce côté-là. Il s'est donc lancé dans le transport de véhicules. Voilà une aubaine pour moi. Merci beaucoup Denis pour ta réactivité, ta bienveillance et ton professionnalisme. Si vous aussi vous avez besoin d'un transporteur, je ne peux que vous recommander ses services. De même si vous êtes du sud et que vous avez une ancienne en mal de soins, je peux vous assurer que le monsieur connaît son affaire et qu'il est authentiquement dingue de ses vieux tromblons. Donc là je vous invite à ouvrir les yeux et à découvrir comme moi à ce moment l'ampleur de la fuite d'huile. Après avoir remis la boîte d'origine dans le coffre, il me reste à continuer à jouer au petit poussé et pour Denis à poursuivre son périple pour récupérer un autre véhicule situé dans la région. Quelques minutes plus tard, l'envie de savoir ce qu'il en est de cette foutue fuite est trop forte. Il existe des hypothèses idiotes et pourtant souhaitables à une perte de cette ampleur. Canalisation de circuit de refroidissement, raccord quelconque... De quoi solutionner ça quasi immédiatement à moindre effort. Allez, vous jouez bien au loto de temps en temps. Bon là, j'ai enfin pris conscience du désastre écologique et technique que ça engendre. Il y a bien un sérieux problème, ça fuit entre le convertisseur et la boîte, et ce n'est pas du tout bon signe. Mais c'est aussi ce à quoi je m'attendais. Avant même que la voiture soit arrivée chez moi, j'ai passé commande d'une boîte complète portant la bonne référence, elle. Montée d'origine sur une S500, elle n'a pas dû être particulièrement brutalisée et proposait un tarif défiant toute concurrence. Pour donc le risque, je m'en sors à moins de 300 €, transport compris. Avant de penser à monter cette boîte, il faut déjà mettre toutes les chances de notre côté. Je vais donc remplacer pour commencer le joint SPI avant. Autant vous dire que je n'aime pas trop faire ce genre de choses. Une mauvaise manipulation peut rapidement, quasiment condamner la boîte à une fuite définitive.
Une fois cette opération stressante derrière nous, je peux poursuivre sur des remplacements moins périlleux. La prise de boîte, connue pour sa propension à fuir et à parfois envahir le calculateur de transmission par capillarité. Tant que j'y suis, je vais aussi changer la crépine et le joint de carter, non sans avoir inspecté son aimant qui n'a rien à tirer de plus que des résidus de friction sans importance. Si vous êtes dans cette configuration et que votre budget est sans limite, vous pouvez en profiter pour changer la platine qui assure la connexion entre la prise et les électrovannes. Il arrive qu'elle pose des problèmes de contact. Je l'ai déjà notamment fait sur le ML430 à l'occasion de l'épisode 2, je crois. Le challenge maintenant est de trouver un pont dispo à proximité pour pouvoir procéder au remplacement de la transmission. Encore une fois, le groupe Facebook Smells Like Gasoline m'a sauvé. Je remercie donc chaleureusement toutes les personnes qui m'ont proposé leurs locaux, dont fait partie Kevin, qui est un pro du detailing auto. Sa société s'appelle Dauphiné Detailing, et vu son savoir-faire, laissez-moi vous dire qu'on va en profiter pour vous montrer la différence entre un ahuri comme moi, qui tente de redorer l'aspect d'une voiture, et lui, qui non seulement essaie, mais y arrive avec brio. Avant d'en arriver là, on va déjà tenter de faire rouler cette voiture. Je vais gagner un peu de temps et dégager la partie de l'admission qui permet d'accéder au vis supérieur de la cloche de boîte. Ok, ceci étant fait, comment on va l'amener sur place cette CLK? On a environ 15 km à faire, une boîte auto probablement déjà HS. La barre de traction semble tout indiquer. Aujourd'hui c'est Olivier, un voisin quasiment autant, voire plus atteint que moi en matière de voiture, qui va me filer un précieux coup de main à commencer par conduire la CLK. Bien entendu, nous respectons à la lettre la législation en vigueur et ne dépassons surtout pas les 25 km/h. Le ML pourrait donc faire ce trajet en gamme courte et épargner sa transmission. Olivier, tes premières impressions sur cette magnifique voiture très silencieuse et dont le confort de roulage est inégalé? Très très confortable, franchement je suis impressionné. On ne sent pas les vibrations du moteur. Et le plus dingue, tu peux regarder sur l'ordinateur, je ne vous montre pas, la consommation totale sur le trajet. Franchement je m'attendais pas à ça pour une course allemande. 0 litre au 100, franchement, qui fait mieux? Quelques minutes plus tard, la CLK est montée sur le pont et je peux découvrir l'ampleur de la tâche. Il va falloir débrancher tout ce qui est connecté à la boîte d'une manière ou d'une autre. Canalisation, faisceau, tringlerie de commande, arbre de transmission, mais aussi ceux qui gravitent autour. Son lambda, ligne d'échappement notamment. J'ai rendu compte que j'ai eu de bien meilleurs résultats avec un vrai dégrippant. Le truc qui est bien par contre avec ces sondes, et ouais, et surtout, t'as vu la tête du connecteur? Ah, il a une bonne gueule. Ça change la vie. Ouais. Mais tu paries que ça vient tout tranquille, nickel. Oh, il n'y a même pas besoin, petite tape. Voilà. Après avoir tenté de convaincre Olivier, très axé sur l'automobile japonaise, des choix parfois judicieux d'ingénierie observés par la marque à l'étoile, il faut mettre un bon coup de collier pour arriver à boucler tout ce travail dans l'après-midi. Je vais la rebaisser 2 secondes. Comme ça, on va venir à bout des vis qui sont en mauvais. Le pont italien prend son temps et plusieurs heures plus tard, je peux retirer les 2 vis torques situées en haut de la cloche de boîte. On peut poursuivre par la dépose des 6 vis fixant le convertisseur au volant moteur. Une trappe de visite permet d'y accéder, il suffit de faire tourner le moteur par la vis de vilebrequin pour les présenter successivement. Évidemment, comme un professionnel de l'automobile consciencieux est passé par là, les vis sont à peine serrées et il n'y a pas de frein filé quel qu'il soit.
C'est bon? Génial. Je finis de déposer toutes les vis de fixation de la boîte et gagne du temps encore une fois par l'intervention précédente d'un professionnel. Il manque une vis. Cool. En partant du bas à droite. Alors déjà, où est-ce que je vais pouvoir... Ah ouais, d'accord. La transmission semble ne pas forcément vouloir trop s'attarder par ici. Une pichenette du petit doigt la fait reculer de 5 cm en arrière. Par contre, le convertisseur ne semble pas vouloir suivre le même chemin. Il a pas l'air de venir avec la boîte, c'est bizarre. Ah, c'est tout ça qui tenait la boîte, d'accord. Bah, on a fini. Sauf que... Ouais, la commande de boîte maintenant. J'ai le temps de display à la main. Je sais pas ce que tu veux. Ah bah, c'est super accessible du coup. Donc, t'en fais pas. Voilà. Parce que je le tiens assez mal. Alors, regarde partout qu'il n'y a rien qui vient avec, mais j'ai l'impression que ça va. De mon côté, je suis bien. Bah, tu sais que c'était plutôt facile. Hein. Ouais, je suis encore au milieu. Ouais, mais bon, on a largement la place de l'enlever. Ouais. C'est-à-dire qu'on a aussi largement la place de la remettre. Alors, est-ce que tu peux tenir la boîte? Moi, je vais prendre le convertisseur. Yes! On voit pas ça. Vas-y. En plus, on va en avoir besoin parce que je l'ai. Alors, qu'en est-il de notre problème de fuite? Donc, finalement, exactement ce que je croyais, parce que j'ai déjà fait la connerie une fois. L'écran qui permet de verrouiller le convertisseur dans la boîte sont pétés. Ça indique que le montage il a été fait à l'inverse, c'est-à-dire que le convertisseur a été vissé sur la flex plate du volant moteur. Après, ils ont enquillé la boîte, mais en fait, il y a 3 crans à rentrer pour le convertisseur. Donc, il faut le faire tourner, le faire jouer un petit peu, et puis normalement, il s'enclenche 3 fois, enfin sur 3 longueurs différentes. Seulement, lorsque tu mets la boîte après, ça indique que ça t'oblige à faire le travail avec la boîte qui est super lourde. Donc en général, tu n'engages jamais les 3 crans. Et tu finis ton serrage avec les vis. Et c'est là-dessus que tu forces. Et donc là, bah manifestement, ils n'avaient jamais fait de boîte auto. Ce qui explique l'énorme fuite. Donc voilà là où situait la plus grande partie de l'incertitude sur le démontage de cette boîte. C'était est-ce que j'allais m'attaquer au joint spi du vilebrequin côté transmission, puisque j'en ai acheté un. Par contre, je n'ai pas acheté la plaque et il semblerait que ce soit fortement recommandé de la changer en même temps. Seulement là, je vois absolument pas l'intérêt de prendre le risque de le faire, puisque c'est très très propre. Donc on va suivre l'adage que le mieux est l'ennemi du bien et on va remonter la boîte en l'état, sachant que de toute façon il ne reste plus beaucoup de temps pour bénéficier encore un peu de lumière. Alors on y va. Avant tout, j'ai 2-3 babioles à passer d'une boîte à l'autre. Le puits de jauge, dont je change le joint, ainsi que le flector qui recevra l'arbre de transmission. C'est bien de faire bosser les autres en fait. Je vais transvaser du coup toute la visserie sur l'autre. 3 crans donc. Là, je commets potentiellement la seule erreur pénible de ce remontage. Vu ce qui s'est produit lors du précédent montage, il aurait été vraiment bien de tenter de rincer l'intérieur du convertisseur. Il se pourrait qu'il contienne des débris de l'ancienne boîte. Espérons que ça ne provoque pas de conséquences fâcheuses. C'est quasiment à l'horizontale. Voilà. On a nos 3 crans. Voilà, c'est bon. Donc, moi, il faut qu'on le tienne toujours un peu en arrière, comme ça on est sûr que par gravité. Tu me dis quand t'es prêt? Vous nous entendez en chier comme il faut. Il faut dire que la boîte et son convertisseur pèsent plus de 80 kg. Alors attends, je vais soulever la boîte, toi tu vas l'engager à la main.
Bien entendu, la remise en place est un peu plus technique et difficile que la dépose, mais on y arrive. Il faut absolument parvenir à ce que la cloche de la boîte vienne intégralement au contact du moteur sans utiliser les vis pour s'assurer que le montage est assuré sans risque. C'est fatigant, on dormira bien cette nuit. Après avoir tout remis en place, je peux enfin commencer le remplissage. On est bien dans la boîte et pas dans le moteur. Après avoir mis 5 litres dans la transmission, je vais brièvement tester que tout fonctionne. Et fonctionne sans fuite, s'il vous plaît. Là, le stress commence un tout petit peu à monter, tu sens. Est-ce que tout va fonctionner comme prévu? D'où l'envie de pisser maintenant. Bon, on dirait qu'on est pas mal. Je complète le niveau d'huile avec quelques litres de plus pour ensuite remonter le système d'admission. Le reste se contrôle à chaud. La voiture va devoir fonctionner un peu plus longtemps. Une fois le bon niveau lu sur la jauge, il est temps de voir si tout fonctionne bien, et surtout l'heure de rentrer car il se fait tard. Olivier sera une nouvelle fois chargé de conduire la CLK, mais cette fois-ci avec un peu plus d'autonomie. Merci beaucoup. Je t'en prie, avec plaisir. Ça c'est notre hôte, Kevin, qu'on aura bientôt le plaisir de voir à l'œuvre. En attendant, la CLK est presque à sec et un petit crochet par la station toute proche s'impose. Olivier m'indique que les rapports passent sans souci. On dirait bien qu'on est arrivé à nos fins avec cette histoire de boîte. Le trajet ne révèle ensuite aucun problème particulier et montre que cette CLK 500 a des arguments à faire valoir tant en matière de sonorité que de performance. Le seul dégât collatéral à déplorer, c'est mon avant-bras qui n'a pas aimé les vérifications de serrage des vis de boîte tout près du catalyseur chaud. Le lendemain, je me dis que peut-être je pourrais essayer la voiture pour la première fois après avoir enlevé du coffre la boîte, le convertisseur et le silencieux. Mais cette vidéo est déjà bien plus longue que je l'avais anticipé, alors la suite sera pour la prochaine fois. Je vous donne rendez-vous à cette occasion et n'oubliez pas de vous abonner et pourquoi pas, si vous le souhaitez, soutenir la chaîne via les liens présents en description. Allez, merci de m'avoir suivi et ciao!